Bonjour Maxime, bonjour à vous. Donc Maxime, j'en profite pour rappeler que vous êtes fondateur de la société Vigieco, c'est-à-dire que vous apportez une vigilance sur l'économie. Les dirigeants d'entreprise ou les personnes qui veulent que vous fassiez une conférence peuvent vous appeler pour que vous apportiez votre éclairage sur l'économie. Je mets d'ailleurs les coordonnées de la société de Maxime en lien dans la vidéo. Donc la note de la France vient d'être dégradée. Maxime, avant que l'on parle de cette dégradation, pouvez-vous nous expliquer pour que l'on comprenne bien comment fonctionne ce système de notation? Bon, alors d'abord, les médias n'y comprennent rien. Pourquoi? Parce que pour comprendre, il faut travailler. Et les médias ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent « Ah ben voyez, la France se finance sans problème, on lève 800 milliards, ils ne savent même pas le chiffre d'ailleurs, mais on lève 800 milliards de dettes sans problème, donc la France est financée, donc les notes n'ont pas d'importance. » Cette approche est erronée. Alors elle est erronée parce qu'il faudrait expliquer aux médias ce qu'est Bâle III. Il faut d'abord l'expliquer à nos auditeurs. Bâle III, c'est la régulation bancaire dans laquelle nous sommes depuis 2013 et qui fait que les banques doivent provisionner des fonds propres, constituer des fonds propres en fonction de la qualité des risques qu'elles portent. Donc c'est pas difficile à comprendre, sauf que le système est un peu technique parce que il y a une base qui est ce qu'on appelle le ratio Cook, c'est-à-dire 8 centimes pour 1 euro. Je porte 1 euro de risque, je dois provisionner 8 centimes de fonds propres. Et ensuite, ces 8 centimes, je peux les pondérer à 20%, 50%, 100% ou 150% dans le sens inverse, c'est-à-dire en faire plus, en fonction de la qualité de la note. Et il se trouve que les 5 premières notes sont dans le même groupe, où on pondère à 20%. Donc si vous passez de la note numéro 3 à la note numéro 4 ou numéro 5, ça ne change rien au niveau des fonds propres requis. Ça ne change qu'après. Mais ça change d'un coup. C'est-à-dire d'un coup, vous passez dans un groupe où il faut constituer plus de fonds propres et puis encore plus. Et donc la sanction arrivera d'un coup et brutalement. C'est ça que les médias ne comprennent pas, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le sujet. Donc, la dégradation que nous venons d'apprendre de Standard & Poor's, elle était parfaitement prévisible, puisque je vous rappelle que Fitch, il y a 3 agences significatives, il y a Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Fitch avait dégradé la note de la France l'an dernier en la passant de A à A-. Alors vous avez AAA, vous avez A+, AAA, A-. Bon, Fitch nous a passé en A-. Et Standard & Poor's a dit « Je ne dégrade pas, mais je mets la France en perspective négative ». Perspective négative, ça veut dire que s'il n'y a pas une amélioration, je vais dégrader. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens un petit peu en arrière. Monsieur le maire croyait avoir un déficit de 4,9% du PIB, et finalement il a un déficit de 5,5% du PIB l'année dernière. Il n'y a jamais eu une erreur aussi importante dans l'histoire de la Ve République. C'est 0,6 points de PIB de déficit en plus. Et donc Standard & Poor's ne pouvait dans ces conditions que dégrader. Et la Commission européenne attend la France à 5% de déficit en 2025, alors que la trajectoire européenne doit être à moins de 3%. Donc il ne pouvait que dégrader. Et ça n'a aucune conséquence, parce que, même en étant dégradé en A-, nous sommes toujours dans le groupe des cotations qui n'obligent pas à des provisionnements en fonds propres supplémentaires. Mais le jour où nous passerons au-dessous de A+, d'un coup, nous aurons une augmentation des taux d'intérêt, tout simplement parce que les banques devant constituer plus de fonds propres, pour maintenir leur rentabilité, doivent demander des taux d'intérêt plus élevés. Mais aucun média n'est capable d'expliquer ça. Parce que pour expliquer ça, il faut travailler. Alors, je trouve que moi, j'enseigne ça. Je fais 3 heures d'enseignement là-dessus. Pas que là-dessus, d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc en fait, c'est progressivement
Ce qui est dramatique dans ce système, c'est que finalement, nous ne recevons aucun avertissement, parce que la Commission européenne et la procédure pour déficit excessif dans laquelle nous allons rentrer, tout le monde s'en fout. Les agences de notation dégradent, mais tout le monde s'en fout. On vous dit que ça n'a pas d'importance. Et le montant des déficits, en dehors de M. Le Maire et de quelques analystes, personne ne comprend ce que ça représente. Et donc, nous sommes comme un alcoolique qui s'alcoolise sans se rendre compte qu'il est en train de se détruire la santé. Alors, il y a encore un autre aspect, c'est comment l'Allemagne peut-elle être cotée AAA lorsque la France est cotée AA-, donc depuis hier, hein, c'est ça, Standard & Poor's et Fitch. Oui, parce qu'en fait, dans les réglementations BAL 3, on prend en compte 2 agences sur 3. C'est-à-dire s'il y a 2 agences sur 3 qui sont dégradées et qu'on sort des notes où il y a le provisionnement minimum, là, il y a une obligation de provisionner en fonds propres. Et alors que l'Italie, elle, est à 7 grades au-dessous. Donc nous sommes nous sommes à 3 grades au-dessous de l'Allemagne, alors que l'Italie est à 7 grades au-dessous, et l'Espagne à 5 grades au-dessous. Et quand on compare, par exemple, la France avec l'Italie, alors il est vrai que l'Italie a une dette supérieure, nous sommes à environ 112% du PIB, l'Italie est à 150%, mais l'Italie a un excédent primaire, c'est-à-dire avant de payer les intérêts de la dette, alors que la France a un gigantesque déficit primaire. L'Italie a un excédent commercial, la France a un gigantesque déficit commercial. Eh bien, moi j'explique ça par 2 raisons. La première, c'est l'importance de l'épargne, et nous en avons parlé lors de notre précédente émission, c'est-à-dire que si l'État était au bord du défaut de paiement, il lèverait une taxe sur l'épargne et ça ferait rentrer tout de suite 120 ou 130 milliards. Et la deuxième, dont on ne parle jamais, c'est la constitution de la Ve République. Si nous étions en défaut de paiement, la Banque Centrale Européenne interviendrait pour soutenir la dette de la France, c'est le parapluie de l'euro. Il y aurait un plan européen drastique sur la France, et le président de la République, ou la présidente, si c'est un jour Madame Le Pen, adopterait l'article 13 de la Constitution qui permet de gouverner par ordonnance et de suspendre les pouvoirs du Parlement. Donc, les créanciers se disent, la France, c'est ceinture bretelle, parce que même en cas de crise intense, la Constitution permet d'imposer des mesures drastiques. Tout le problème dans cette affaire, c'est que les Français n'ont aucune conscience de ce qu'ils risquent. Et ces mesures seraient tellement drastiques qu'on aurait des dizaines de millions de personnes dans la rue, quoi. Donc le pays serait en état de traumatisme absolu. Alors, on va faire quelques questions avec Maxime. Donc, on a compris, tout le monde minimise la dégradation de la note de la France. Et même avant que cela ne se produise, déjà, il disait que ça servait à rien. Pourtant, il y a plusieurs semaines, le gouvernement était très inquiet de cette future dégradation. Et je me demande si ce n'est pas parce que le mur de la dette se rapprochant de plus en plus, le gouvernement risque de ne pas pouvoir passer la patate chaude au prochain président. Et donc, on ait un problème avant 2027. Oui, c'est-à-dire que si on est dégradé, là on est dégradé de nouveau, hein, Standard & Poor's. Si on est dégradé encore en 2025 et encore en 2026, Macron, il finit son mandat avec des taux d'intérêt nettement plus élevés. Parce que là, on va tomber dans une zone où les banques vont devoir provisionner beaucoup plus de fonds propres et donc augmenter leur taux d'intérêt. Or, actuellement, nous avons de la dette à taux 0 qui arrive à échéance et qui est remplacée par de la dette à taux 3. 3, une poussière. Demain, si c'était 4, c'est pas pareil que 3. Et donc, ça fait des charges financières supplémentaires et une possibilité de faillite en 2027. Parce que si les charges... Bon, Marc Touati, que nous suivons, nous dit 75 milliards de charges financières. C'est plus que le budget de l'éducation nationale, hein, qui doit être de 70 par là. L'impôt sur le revenu, c'est 80. Et si c'était 85, comme le dit Nicolas Bavray d'ailleurs, là, on est vraiment... Ça veut dire que la France est asphyxiée. Hein.
Ça serait une fin de mandat catastrophique pour le président Macron. Oui. Et puis, si vous voulez, il y a la crédibilité, parce que on a un président qui fait de beaux discours européens, auxquels j'adhère personnellement. Le problème, c'est qu'il n'est pas crédible, parce que pour les autres pays, nous avons un déficit qui est le double des pays européens, en termes relatifs par rapport au PIB. Donc la France est un pays qui a perdu sa crédibilité. Et voilà pourquoi ils s'affolent. Et puis quand même, ça a été un choc pour eux. Ils se sont aperçus qu'ils se sont trompés. J'ai dit le chiffre, la Cour des comptes a dit 5,5 sur le budget de l'an dernier, et eux, ils pensaient être à 4,9. Donc ça fait 0,6 points de PIB. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Donc ils ont eu un choc. Et pour autant, vous avez vu, Macron s'est pas tellement ému. Bruno Le Maire veut prendre des mesures, et lui dit « Ah non, circuler, il n'y a rien à voir. Bruno, tu es là depuis 7 ans. » Voilà, bon, donc... tout ça n'est pas très sincère, en fait. Il y a eu un peu de panique, je suis d'accord, mais ce n'est pas sincère. J'ai une remarque. Bruno Le Maire est resté depuis le début des mandats d'Emmanuel Macron. C'est finalement le ministre de l'économie qui est resté le plus longtemps. C'est une bonne remarque, non, Bruno Le Maire bat le record de longévité. Je me dis que s'il reste à ce poste depuis si longtemps, alors que c'est avec lui que le budget de la France finalement a le plus dérapé, c'est qu'il y a peut-être un intérêt à le laisser à ce poste. Disons, là on rentre dans des considérations un peu personnelles, et à la maïeutique nous restons très documentaires. Bruno Le Maire est un diplomate, c'est un normalien, c'est un homme du Quai d'Orsay, de très bon niveau, il parle plusieurs langues, il parle couramment l'allemand. Ça aurait été un superbe ministre des Affaires étrangères. Mais Bruno Le Maire est quelqu'un qui ne sait pas compter. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit. Vous avez un document qui a fait un malheur sur le net. Et il ne sait pas ce que c'est qu'un hectare. On lui dit c'est 100 multiplié par 100. Et il dit 100 multiplié par 100, ça fait 10 000. Bon. Et dans le fond, avoir quelqu'un qui ne sait pas compter, ça arrange Macron, parce que, là je suis un peu cruel, mais je vous dis le fond de ce que je pense. Je pense que la politique du quoi qu'il en coûte, nous l'avons vu avec des graphiques de Marc Touati, qu'on peut reprendre d'ailleurs, que la France a battu le record d'endettement depuis 2019, c'est parce qu'on ne sait pas compter. Si on savait compter, on aurait mieux mesuré le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a été beaucoup plus coûteux en France qu'ailleurs. Donc, je dirais que le fait que Bruno Le Maire ne sache pas compter, ça rend la vie plus douce à Macron. Et vous avez raison, au bout du compte, tu peux lui dire c'est de ta faute, tu es là depuis 2017. Donc, derrière tout ça, effectivement. Et puis alors, Bruno Le Maire est assez bon pour dialoguer avec les Allemands, avec les institutions européennes, parce que c'est un diplomate, il parle bien, il parle les langues étrangères, etc. Voilà, parce que je cherche à comprendre quel est le fonctionnement. Oui, mais alors moi je parle avec toutes sortes de gens. Alors je parle avec des experts de très haut niveau qui me donnent les chiffres et qui me font prendre conscience de la gravité de la situation. Et je parle aussi avec des experts de petit niveau qui sont plutôt dans la mouvance du prêt-à-penser politique. Alors je ne vais pas citer des noms ni des fonctions, mais l'autre jour, il y a quelqu'un qui a une certaine valeur intellectuelle qui me dit « mais la France est un pays too big to fail, trop gros pour tomber. La France n'est pas la Grèce. » Ben oui, mais attention, si on veut dire par là qu'il y a le parapluie de l'euro et de la Banque Centrale Européenne, j'en suis le premier conscient. Il y a des procédures qui permettraient, en cas de défaillance, de soutenir la dette française. Mais ça ne serait pas gratuit. Parce que la BCE n'aurait pas le droit d'acheter des titres de dette français sans qu'il y ait des mesures européennes. Et donc la France serait soumise à un plan. C'est ça que ces gens-là ne comprennent pas. C'est qu'à ce moment-là, les mesures que Macron, Le Maire ne prennent pas, nous seraient imposées de l'extérieur. Et vous imaginez si du jour au lendemain on disait « écoutez, Madame Borne avec la retraite à 64 ans en 2030, c'était pas sérieux, on vous l'a pas dit, mais c'était pas sérieux. Ça va être 67 ans tout de suite. 67 ans pour tout le monde tout de suite. Comme dans les autres pays d'ailleurs. Vous imaginez ce qui se passerait en France ? Et donc,
pour moi, animateur de la maïeutique, qui suis un pédagogue comme vous, le fond du problème, c'est que les Français ne sont pas informés de la situation. C'est ça le fond du problème. Et j'en veux à Macron, parce que je pense que son rôle serait de les informer. Son rôle serait même de présenter des graphiques à la télévision, de faire un exposé de la situation, de se débarrasser de tous ces journalistes qui sont des faire-valoir, et qui gagnent d'ailleurs 3 fois plus que lui, hein, le pauvre, hein, il gagne 14 000 € par mois, bon, les journalistes en gagnent 40 000, hein, et de parler aux Français, comme l'aurait fait le président Pompidou. Enfin, c'est ça là, qui est difficile dans la situation actuelle, c'est que les Français risquent un jour de tomber de haut. Hein. Alors, tout dépend de qui parle-t-on. Les retraités vont passer à la casserole, bon, et ça sera une injustice, hein, parce que le retraité qui a cotisé, je ne vois pas pourquoi il serait spolié. Les épargnants vont passer à la casserole, ça sera peut-être moins douloureux, parce que si on perd, 5% de notre épargne, ou 10% de notre épargne, ben on n'en mourra pas. Mais le jour où la retraite sera d'un coup à 67 ans pour tout le monde, là vous verrez, enfin, à part peut-être les métiers pénibles, hein, là, ça fera mal, hein, parce que les gens ne sont pas au courant du fait que les retraites ne sont pas financées. On voit de plus en plus que l'État convoite l'épargne des Français. Et la crainte que l'on entend sur Internet, c'est que l'épargne des Européens finisse par être fléchée, orientée par des mécanismes fiscaux, vers des fonds d'investissement européens. Premier problème que je me pose, c'est que si ces entreprises européennes étaient vraiment attractives, il n'y aurait pas besoin de diriger l'argent vers elles. Et deuxième problème, c'est que si l'argent est fléché vers ces entreprises, et même donc si elles ne sont pas rentables, au vu de l'afflux de capitaux qui vont arriver vers elles, l'action de toute façon ne peut faire que monter, et même artificiellement. Et donc la chute risque d'être d'autant plus vertigineuse. Alors justement, quel est le sens de tout ça ? Il faut classer un peu les choses. Moi, ce que je vois comme grand projet actuellement, c'est un projet de ce qu'on a Monsieur Letta. Alors Monsieur Letta n'est pas n'importe qui, hein, vous voyez qu'il y a Enrico Letta. Il a commis un rapport, c'est un ancien commissaire européen, un ancien gouvernant italien, avec Christian Noyer, l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui en a produit un autre, mais dans le même sens, et Mario Draghi, qui est la figure de proue. Ils appellent ça une union de financement et de l'épargne. Plutôt, une union de l'épargne et du financement. C'est pas exactement ce que vous avez dit. Là, vous avez parlé d'un fonds souverain. Là, c'est l'idée d'avoir des titres communs d'épargne et des titres communs de financement des entreprises sur les marchés pour que les 300 milliards d'épargne de la zone euro qui sont au nord de l'Europe puissent descendre plus facilement vers le sud et financer des projets d'investissement et de recherche et développement, sachant que nous sommes très en retard par rapport aux États-Unis. Nous avons fait une émission, d'ailleurs, sur le décalage avec les États-Unis. Bon, donc là, c'est rattraper notre retard en fluidifiant l'épargne et le financement au sein de la zone euro. Parce qu'en fait, nous sommes dans une union monétaire sans gouvernement européen et sans une union du financement. Ça ne peut pas marcher, parce qu'en fait, vous avez des divergences, et ces divergences ne sont compensées ni par un gouvernement, ni par des modalités de financement. Vous avez parlé ensuite... Alors après, il y a la dette européenne qui, pour le plan de 800 milliards qu'on a appelé Next Generation, qui doit financer la transition énergétique, n'a pas été émise à plus de... Je crois que c'est Jacques Attali qui a rappelé ça dans les Échos d'hier ou d'avant-hier, plus du tiers. C'est-à-dire que ce plan mirifique de 2020, il était de 800 milliards, il n'y a que 300 milliards. Donc la transition énergétique et aujourd'hui la défense face à la Russie ne sont pas financées. Alors là, vous parlez d'un fonds souverain. C'est encore autre chose. Fonds souverain européen ou au travers duquel l'Europe pourrait drainer une épargne européenne d'institutionnels. Alors, je ne me rappelle plus exactement les termes, mais il y a cette idée de fléchage de l'épargne des Européens. Alors voilà, alors ça c'est la donnée fondamentale. C'est que la zone euro n'étant pas une zone vraiment optimale au sens où le prix Nobel Mundell l'entend,
l'épargne de la zone euro s'évapore et va ailleurs. Elle va ailleurs, elle va aux États-Unis, oui, parce que l'énergie est 5 fois moins chère aux États-Unis. Elle part en Asie, bon, voilà. Alors d'accord, vous dites qu'elle part ailleurs, cette épargne. Mais si elle part ailleurs, c'est peut-être parce que les entreprises qui y sont plus rentables. Normalement, il me semble qu'il n'y a pas besoin que l'État flèche l'épargne. Alors, oui, mais il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent facilement à l'épargnant allemand de financer des entreprises italiennes. Et ce mécanisme n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut des titres d'épargne qui soient communs et des titres de financement qui soient communs sur les marchés. C'est-à-dire qu'il faut qu'une entreprise qui est à Rome puisse émettre sur le marché, hors du système bancaire, les mêmes titres de dette qu'une entreprise allemande. Et il faut que l'épargne allemande ou l'épargne française puisse se porter sur des titres communs. C'est ce qu'on appelle en économie la fongibilité. Profondeur, liquidité, fongibilité du marché. Qui suppose des titres de financement communs. Nous ne l'avons pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va financer des mauvais projets ou qu'on va avoir... Mais c'est plutôt là un système de canalisation, qui est les bonnes canalisations. Ok, c'est très intéressant parce que justement, c'est le point où je voulais en venir. Pas mal d'économistes que je suis regardent d'un assez mauvais œil ce fléchage. Et ils craignent une manipulation, en fait. Que les Européens finissent par investir dans des entreprises qui finalement ne sont pas rentables. Oui, mais la zone euro souffre d'un décrochage colossal par rapport aux États-Unis, et elle souffre en même temps, donc une distorsion de concurrence, et une autre distorsion en son sein entre le Nord et le Sud. Et ce sont ces distorsions qu'il faut corriger par des mécanismes de transfert. Ok, donc finalement, ce n'est pas malsain. Non, c'est pas malsain. Mais, alors, on revient sur des émissions précédentes. Les États-Unis ont une stimulation budgétaire 2 fois plus importante que la zone euro. Le déficit représente à peu près 6%, un peu moins. La zone euro, c'est 2,8%. Oui, mais les États-Unis ont de l'énergie pas chère. On sait que l'Europe s'est fâchée avec son principal fournisseur de gaz. Et qu'aujourd'hui, l'Europe ne veut plus investir dans les énergies fossiles. Donc, comme on sait quand même que la croissance, c'est de l'énergie transformée, les États-Unis sont quand même mieux partis. Même peut-être avec un plus gros déficit, finalement. Oui, mais la recherche-développement, par exemple, c'est indépendant des sources d'énergie. Hein. Donc on avait représenté à nos auditeurs les graphiques, on a un effort de recherche-développement qui est très faible par rapport aux États-Unis. Donc c'est bien quand même Et les États-Unis ont une monnaie qui s'apprécie en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont des déficits à l'appel et leur monnaie s'apprécie. Donc la zone euro est en distorsion par rapport aux États-Unis. Il y a un chiffre, moi, qui m'a impressionné. En 2008, le PIB de la zone euro était équivalent à celui des États-Unis. Et aujourd'hui, il est un tiers inférieur. Hein. Et la deuxième distorsion, c'est qu'au sein de la zone euro, il y a les pays du Nord et les pays du Sud. Et au milieu, il y a la France qui est c'est même le pays fondateur de l'euro, de la France. Et la France est complètement dans le décor en matière de finances publiques. Et la France n'est pas la Grèce, c'est-à-dire que c'est pas un petit pays, quoi. Alors, très intéressant. Je vous pose cette question toujours dans le même sens, pour savoir comment ils vont procéder pour puiser dans l'épargne des Français, pour bien pouvoir identifier le mécanisme, dans un but que les Français puissent se protéger. En premier, je pensais que c'était par le mécanisme d'investissement européen. Ah oui, tout à fait. Non, mais si on pique l'épargne, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Si on pique l'épargne, ça sera une taxe française sur l'épargne, quoi. Mais la question, c'est comment le gouvernement va-t-il, le moment venu, piquer l'épargne des Français, enfin, puiser, sans provoquer un gros bordel aussi européen, quoi. Et à mon avis, il y a les assurances-vie qui sont dans le collimateur. Alors ça pourrait être une taxe. Comment, par une taxe ? Oui, une grosse taxe, oui, mais ça pourrait être 5% de taxe sur les assurances-vie, ça suffit déjà à rapporter. Vous parlez de 5% de taxe sur les bénéfices des assurances-vie ? Normalement, on ne taxe que ce que rapporte un placement. Non, 5% de taxe sur le capital. Ah, carrément. Donc vous avez 100 000 euros à la banque, une taxe de 5% et il récupère 5 000 euros en fait. Ça pourrait être quelque chose comme ça, ou même simplement 2%, ça suffit à ramasser beaucoup d'argent. Bon. Vous avez 6 000 milliards. Hein.
Puis vous avez les comptes bancaires, vous avez... Mais cet argent, il est disponible de suite, il ne dort pas, il est placé où? Non, oui, alors les assurances vie, vous avez 3 fonds de contrepartie, vous avez le monétaire, vous avez l'obligataire et vous avez les actions. Donc c'est les 3 composantes de l'épargne investie, c'est-à-dire soit des comptes à vue, ou des dépôts à terme, ça c'est le monétaire, des obligations, ou bien des actions. Mais les gens peuvent avoir peur et vouloir sortir tout leur argent. Ça peut déclencher une panique. Une panique, ça dépend comment c'est fait, ça sera vicieux, ça sera difficile à voir, ça sera... oui, mais de toute façon, on est dans un gouvernement qui, s'il ne fait pas de réforme, est acculé. Alors, il y a un moment donné où ils vont faire des conneries, forcément, ils sont acculés, quoi. Justement, pour bien se rendre compte, il me semble que l'État emprunte pour payer les remboursements des emprunts précédents. Alors, je ne sais pas si c'est bien dit, mais si on fait ça en tant que particulier, c'est la banqueroute rapidement, finalement. Actuellement, la France emprunte pour rembourser sa dette. Elle emprunte la totalité des intérêts de sa dette. Et elle emprunte ensuite une partie de ses dépenses courantes. Alors, c'est difficile de cerner ce montant-là parce qu'en fait, en gros, notre État est en déficit du tiers de son budget. En gros, 25, un tiers. Bon. Mais là-dedans, il y a les intérêts de la dette qui ne font pas un tiers. Et donc, en fait, on emprunte une partie de la retraite des fonctionnaires. Actuellement, vous avez un actif de la fonction publique pour un retraité. Et donc, ça ne colle pas. Il y a 90 milliards, ils sont financés par le budget de l'État, qui lui-même est financé un tiers par emprunt. Oui, donc un particulier ne pourrait jamais fonctionner comme ça. Bon, ça vient aussi du fait qu'un particulier a une durée de vie finie. Ah non, bien sûr que non, parce que le particulier, dans le meilleur des cas, il a un crédit revolving. Il peut emprunter jusqu'au plafond du revolving. Mais il ne peut pas... vous avez des emprunts à rembourser. Si vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt, vous ne pouvez pas demander à la banque un emprunt pour rembourser l'emprunt. Or, nous, c'est ce qu'on fait en permanence. Mais ça, c'est le privilège de l'État, c'est ce qu'on appelle rouler la dette. Il y a quelque chose qui serait intéressant de voir, de rechercher, ça tombe rarement sous les yeux, hein. C'est le déficit primaire. C'est-à-dire de voir quel est le déficit avant paiement des intérêts. Parce que là, on est au déficit du déficit, c'est-à-dire on est vraiment au cœur. Et on va s'apercevoir qu'il y a un déficit primaire de 3% du PIB, c'est-à-dire avant de payer les intérêts, on est déjà lourdement en déficit. Ce qui veut dire qu'on emprunte pour la dette, pour les intérêts de la dette, mais aussi pour vivre. Pour vivre, ben voilà, donc oui, non, mais c'est très grave, docteur. Hein. Bien, merci pour ces éclairages, Maxime, et au revoir.